Pour analyser tout ça, nous recevons notre panel de journalistes, vous les connaissez. Alors, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire National Post, Joël Denis Benavance, chef du bureau parlementaire du journal La Presse, et Émilie Bergeron, correspondante parlementaire à la Presse canadienne. Alors, bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Le premier ministre Legault, parlons de ça d'abord, puisqu'il est question évidemment beaucoup d'aluminium dans l'actualité cette semaine. Donc, le premier ministre Legault adopte maintenant, on l'a entendu, une posture beaucoup plus agressive. Il avance l'idée d'imposer des contre-tarifs. Le ministre Leblanc dit que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire et c'est peut-être trop tôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que selon, comme le dit Legault, il faut rouvrir tout de suite l'accord de libre-échange, avoir une attitude agressive immédiatement? Pour ce qui est de l'accord de libre-échange, devancer la révision qui est prévue en 2026, je suis pas certaine de comprendre où veut en venir M. Legault parce que, c'est un accord, un nouvel ALENA qui a été négocié avec M. Trump durant son premier mandat. Donc, est-ce que M. Trump dit parfois une chose et son contraire? Je pense qu'on peut statuer que oui. Il est imprévisible, disons. Donc, est-ce qu'on veut vraiment... se lancer pourquoi maintenant? Devancer ça maintenant? Donc, je suis pas sûre de comprendre. Puis, j'ai pas compris non plus les flèches qu'a lancées M. Legault à M. Trudeau là, en disant il sera plus premier ministre très bientôt. Est-ce que c'est la bonne personne? Ça fait depuis le 6 janvier qu'on sait que M. Trudeau ne sera plus premier ministre. Pourquoi dire ça maintenant alors que M. Legault était à Ottawa quand même il y a quelques semaines pour une réunion des premiers ministres? Il était là à défendre la position de Front commun, de Front uni, dont celle portée par M. Trudeau. Donc, j'ai pas trop compris la stratégie concernant M. Legault. Oui. Bon. Catherine, donc ce fameux Front uni dont Émilie vient de parler, est-ce qu'il commence à y avoir une petite brèche? Est-ce que M. Legault, on le sent, veut faire bande à part? En fait, il n'est pas le seul. Là. Je pense que, sur les contre-tarifs, oui, il fait un peu bande à part, je dirais, là-dessus, parce que vraiment, ces tarifs sur l'acier et l'aluminium, surtout l'aluminium, ça concerne le Québec. Ça va faire excessivement mal au Québec. L'acier, ça fait un peu plus mal à l'Ontario. Mais quand on parle de renégocier ou de revoir l'ALENA avant l'année prochaine. En fait, ça, c'est quelque chose que Danielle Smith aussi, elle avait parlé. Et en fait, c'est qu'on essaie d'apaiser M. Trump par tous les moyens. Moi, je trouve que ça sent l'improvisation, ça sent la panique de la part de Mme Smith et de M. Legault. On tente d'apaiser M. Trump alors que la réalité, c'est qu'il essaie de nous humilier actuellement. Il fait des blagues à notre sujet, au sujet du 51e État. Peu importe ce qu'on fait, il va essayer d'en soutirer le plus possible. Donc, je trouve que c'est un peu un jeu dangereux, là, ce que M. Legault dit en ce moment. Déjà, oui, il veut renégocier cet accord de libre-échange, mais déjà, il met ses limites. Il ne veut pas qu'on touche à la gestion de l'offre, ni qu'on touche à la langue française, alors que nécessairement, il y aura des concessions. Donc, voilà, je trouve que c'est pas tout à fait un front uni en ce moment qu'on a de la part des premiers ministres. Joël Denis, est-ce que M. Legault abat ses cartes trop vite? En fait, je vous dirais que le contexte n'est pas favorable pour une renégociation rapide de l'ALENA. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un gouvernement qui est stable à Ottawa. Il y a une course au leadership, on va avoir un nouveau chef, il va y avoir les élections fédérales. Il faudra donc attendre après les prochaines élections fédérales avant d'entreprendre quelques discussions que ce soit. Pour être dans une position de force. Oui, parce que sinon, ça peut faire trois premiers ministres là, en peu de temps qui seraient au front. Justin Trudeau maintenant, Mark Carney peut-être s'il gagne la course au leadership, ensuite Pierre Poilievre s'il remporte la campagne électorale. Donc, il faut attendre qu'on ait un peu élu un nouveau Parlement qui aura le mandat fort. Ce sera le sujet de la campagne électorale, à mon sens, qui aura le mandat d'aller négocier avec Donald Trump. Maintenant, pour ce qui est de M. Legault, je pense que l'attitude frondeuse ou fonceuse de Doug Ford a un peu déteint sur M. Legault, qui, au départ, était plus réticent à aller au front comme il le fait aujourd'hui. Visiblement, je pense que le style coloré, le langage utilisé par Doug Ford est un langage que peut comprendre Donald Trump. Il parle un peu le même langage, anciens hommes d'affaires, et les deux exercent le pouvoir. Et M. Ford, je pense, a obtenu beaucoup de succès à la fois sur les réseaux de télévision américains pour défendre la position canadienne. Donc, il inspire peut-être M. Legault, qui, comme Catherine l'a mentionné, verrait l'industrie de l'aluminium pratiquement décimée au Québec si jamais les tarifs allaient de l'avant. Oui, tout à fait. C'est un dossier important pour le Québec, effectivement. Est-ce qu'on peut... à quoi peut-on s'attendre? Les premiers ministres sont à Washington, les premiers ministres des provinces et territoires
et se rendre à la Maison-Blanche aujourd'hui. On peut s'attendre à quoi de cet effort diplomatique? C'est un bel effort, il faut le saluer. C'est Team Canada, je pense, à son meilleur. Sauf qu'au bout du compte, est-ce que Donald Trump va écouter les gens qui lui parlent? M. Trump fait beaucoup à sa tête et on me raconte que même en coulisses, les secrétaires d'État qui ont été nommés n'ont même pas beaucoup d'influence auprès de M. Trump. Parfois, ils ne savent pas ce qu'il va dire ou qu'il va annoncer et ils sont souvent pognés, si je peux me passer l'expression, à réparer les pots cassés de Donald Trump. Quelques exemples. L'affaire de Gaza, les États-Unis qui en deviendraient propriétaires, ça ne tient pas la route et c'est Marco Rubio qui est en train un peu de remettre la pâte à dents dans le dentifrice avec beaucoup de difficultés. Donc, c'est pas la première fois qu'on va voir ça et c'est un peu ce qui se passe. Donc, est-ce que les propos, les plaidoyers que feront les premiers ministres se rendront jusqu'à Donald Trump? Peut-être. Va-t-il en tenir compte? J'en doute. Pourquoi? Parce que, comme Catherine le dit, M. Trump est très, très, très imprévisible. Catherine, est-ce que c'est un bel exercice, mais qui donnera pas grand-chose, finalement? Bien, c'est une victoire de s'être rendu à la Maison-Blanche. Ils ne parleront pas à M. Trump directement, mais il semblerait que ce soit son chef de cabinet adjoint. Donc, bon, on verra si le message se passe. Mais je trouve que vraiment, c'est plus une victoire qui a été remarquée au Canada, pas tant aux États-Unis, parce que oui, bon, ils multiplient les rencontres, les premiers ministres des provinces, ils ont parlé à beaucoup de gens, mais vraiment, on n'en entend à peu près pas parler aujourd'hui dans les médias américains. Il y a eu ce point de presse aujourd'hui à la Maison-Blanche et la porte-parole de M. Trump n'a pas parlé du Canada. Il n'a même pas eu de questions de la part des médias au sujet de ces tarifs sur le Canada. Donc vraiment, je trouve vraiment, c'est pas très remarqué là-bas, donc c'est très, très, très difficile, je vous dirais, de leur part, là, de se faire remarquer par M. Trump et ses proches conseillers. Émilie, je vous pose une autre question différente. Je l'ai posée un peu plus tôt à Kim Campbell, qu'on avait en entrevue. Qui sont les alliés du Canada? Pendant que le Canada fait face à ces menaces, qui se lève pour dire on va défendre le Canada, l'Europe? On a l'impression qu'on entend peu de voix. Oui, pour l'instant, je pense que c'est la population. C'est la population canadienne qui dit non, 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 ça va faire. On y va avec un boycottage des produits américains à l'épicerie, par exemple. Puis, peut-être qu'à un certain moment, les Américains aussi, s'ils voient un effet sur leur portefeuille, vont aussi se joindre. Vendredi dernier, là, j'étais à Toronto pour ce qui a été appelé un sommet économique Canada-États-Unis, mais qui en réalité était une discussion de quelques heures. Là. Donc, bon, on repassera pour le sommet, mais en tout cas, j'étais là et puis il y avait la vaste majorité des gens, c'était des Canadiens, mais il y avait une Américaine, une dirigeante d'une association commerciale canado-américaine qui, elle, disait, moi, je sens que les Américains, l'Américain moyen commence à comprendre à quel point nos économies sont reliées, la main-d'œuvre aussi est interconnectée. Le monde des affaires américain le comprend, mais elle, selon elle, l'Américain moyen le comprend de plus en plus. Parce qu'on l'a dit, on l'a répété, ça, quand même. Rapidement, Catherine, moi, je dirais que la prochaine stratégie qui devrait être adoptée par l'équipe Canada, soit les premiers ministres des provinces ou le premier ministre, c'est de se rendre dans les États névralgiques. Parce que les gouverneurs d'État peuvent s'exprimer sans craindre les représailles de Donald Trump. Alors que les membres immédiats de son entourage, eux, tremblent de terreur à l'idée d'affronter Donald Trump. Donc, la stratégie, c'est rendre dans les États rouges, républicains, et plaider la cause canadienne dans ces États qui pourraient être touchés par les tarifs de Donald Trump. Donc, et à ce moment-là, les gouverneurs peuvent prendre la parole et alimenter et alerter la population américaine qui a des dangers à des tarifs imposés contre le Canada. C'est tout le temps qu'on a. Catherine, la prochaine fois, je commence par vous, je vous le promets. Merci à vous trois. Merci, Catherine.